Et c'est effectivement avec une certaine émotion que je vais vous présenter le manuscrit, cette heureuse et magnifique donation. Et beaucoup d'émotions puisque, effectivement, comme l'a rappelé Madame la Présidente, ce sont de nombreux visages familiers et de nombreuses personnes ici réunies qui ont contribué à la vie et qui contribuent à la vie de notre institution et qui permettent de faire vivre notre musée puisque en participant à ces acquisitions, un musée qui n'a pas d'acquisition, c'est un musée qui est mort. Et donc vous participez vraiment activement à la vie de cette institution et je tenais personnellement à vous en remercier. Vous le voyez et on l'a exploré à travers les discours de Mesdames les Présidentes, mais ce don, il parle de lui-même. Il témoigne d'abord de votre attachement à notre institution et de votre volonté active de contribuer à son rayonnement. Donc maintenant me revient la tâche un peu plus terre à terre, qui incombe à ma mission de conservateur, de vous présenter très brièvement, je vous rassure, ce manuscrit et je l'espère vous démontrer, s'il en était besoin, l'aspect exceptionnel, inédit, historique de ce document, qui en fait une acquisition essentielle et majeure. Pour le moment, il sera présenté ici dans cette vitrine jusqu'à notre exposition Ricardon de cet hiver. Et il rejoindra un petit temps le parcours permanent pour partir en restauration, puisque ce vieux monsieur, qui a effectivement 150 ans, doit quand même passer entre les mains de restaurateurs experts pour assurer sa pérennité et sa survivance pour les générations futures. Parlons de suite de l'aspect inédit de ce manuscrit. Conservé dans le fond Aristophile avant sa vente il y a quelques mois aux enchères par la maison Agut, ce document est connu seulement de quelques initiés et n'a jamais été publié, y compris dans l'édition Somme de la correspondance Courbet par Pétrachou, faisant véritablement de ce manuscrit un document de référence et passionnant pour la recherche à venir. Et à la suite des quelques articles que l'on a déjà eu autour de cette acquisition, je reçois déjà pas mal de mails de personnes intéressées à la consultation, donc vous comprenez l'engouement autour de ces acquisitions. Il complète ainsi, grâce à votre don, chers amis et nouveaux mécènes, un vaste fonds précieux que nous possédons déjà, composé de lettres du peintre et de nombreux documents liés à la Commune de Paris, lettres notamment des avocats de Courbet et différents papiers judiciaires de ces procès, et qui seront eux aussi présentés et consultables dans notre centre de documentation et de ressources. Ce manuscrit, comme vous le voyez, est constitué de 7 pages. C'est un document autographe, probablement rédigé vers juin 1871 bien sûr, alors que Courbet était en détention à la conciergerie, suite à sa participation active à la Commune de Paris, avant d'être placé en détention à la prison de Sainte-Pélagie. Il reprend des éléments écrits dans plusieurs missives qu'il a envoyées au ministre Jules Simon notamment, ou à Pierre Dorian, député et ancien ministre de l'Instruction publique, Jules Grévy, qui était alors président de l'Assemblée nationale, et Victor Lefranc, député et ministre de l'Agriculture et du Commerce. Courbet tentait ainsi de mobiliser ses relations politiques et publiques afin de se défendre des accusations portées contre lui, en particulier la destruction de la colonne Vendôme. À partir du 20 juin 1871, le peintre va envoyer 4 lettres à Jules Simon, chacune tentant de justifier ses agissements lors de la Commune de Paris. Celle du 21 juin est intitulée « Mes intentions à propos de la colonne Vendôme ». Et elle se rapproche assez fidèlement de ce manuscrit, tout en comportant des différences importantes glissées dans d'autres courriers ou dans un article que le peintre a fait publier à la même date à Londres dans le Times. Ce qui vous montre la réputation universelle de Courbet à ce moment-là. Nous pouvons, en l'état de nos connaissances, émettre l'hypothèse que ce manuscrit serait un brouillon préparatoire. L'hypothèse de la rédaction d'un manuscrit ayant pour vocation d'être publié ou de servir à sa plaidoirie lors de son procès à l'été de 1871 n'a pas été retenue et ne me semble pas pertinente. Aucune source ne permet d'avoir connaissance d'une telle publication à cette époque, et la plaidoirie de Maître Lachaud, débutée le 30 août 1871, est retranscrite dans le journal Le Procès de la Commune, compte rendu des débats du Conseil de guerre, paraissant tous les jours, que nous avons la chance d'avoir dans nos collections grâce à l'importante donation Collat. Je le souhaite effectivement. Je remercie encore Marie et Bernard d'être présents.
est très éloigné des arguments que l'artiste apporte ici. Ce manuscrit, vous le voyez, il est raturé, vous pourrez vous approcher bien sûr, il est corrigé, il témoigne aussi bien de son statut de brouillon, mais surtout de l'état psychologique de son auteur alors incarcéré. Il fait état d'un contenu riche et passionnant, permettant d'éclairer et de mieux appréhender la participation de Courbet à la Commune et ses conséquences. L'artiste y explique avoir agi dans l'intérêt général et la volonté populaire, je le cite, et suit un long développement sur le rapport du peintre à la politique, à l'art et la politique, l'historique très chronologique de cette destruction, ainsi que sur les conséquences négatives de sa participation à la Commune. La fin du document reste le plus étonnant. Courbet va se poser en quasi-victime sacrificielle, puisqu'il va proposer de relever à ses frais la colonne. Bien que non retenue lors de son procès, cette proposition va malheureusement revenir sur la table en 1873, lorsque MacMahon est élu président de la République. Ce dernier va décider de lui faire supporter le prix du relèvement de la colonne, avec une amende totalement colossale qui, nous le savons tous, a poussé Courbet à l'exil en Suisse, où il va mourir en 1877 d'une santé déclinante, puisque Courbet avait énormément souffert de sa période d'emprisonnement de 6 mois à la prison de Sainte-Pélagie, en tant que simple prisonnier de droit commun et non pas prisonnier politique. Ce manuscrit nous parle de Courbet, jusque dans son intimité, son état psychologique, mais aussi de l'histoire, avec un grand H. Nous tenions ainsi à vous remercier, vous, membres actifs des nouveaux mécènes de Courbet, de permettre de faire entrer dans nos collections, non pas une, mais 7 pages d'histoire. Je vous propose maintenant, et j'en ai fini, de rejoindre le hall du musée, où vous attend, à toutes et tous, un buffet, mais qui devra attendre quelques minutes, puisque nous avons la chance qu'un comédien, qui nous attend depuis peut-être un petit moment, va nous dire présentement le manuscrit écrit par Courbet. C'est pour ça que je ne l'ai pas défloré dans son intégralité, et je vous remercie encore de votre présence. Bonjour à toutes et à tous. Comme il vous l'a été dit, il va y avoir une lecture du texte qui vous a été présenté. Il se trouve que c'est un brouillon, une esquisse, qui contient donc son lot de ratures, de mots rayés, de mots illisibles aussi, malheureusement. C'est pourquoi je me permets de vous présenter mon partenaire de lecture pour ce soir, qui se manifestera à chaque fois qu'une telle situation se manifeste. Je vous donne un exemple, je vais citer du Molière. Plus on aime quelqu'un, moins il faut qu'on le flatte. À ne rien pardonner, le véritable amour éclate. Ceux qui savent compter les pieds savent qu'il y a un problème. Ce n'est pas le véritable, c'est le pur. Il y a également des interlignes que je manifesterai de cette manière-là. Et il y a également des notes en marge que vous verrez lire de cette manière-là. Bonne écoute à tous. Comme je l'ai déjà dit, c'est influencé par le vœu populaire qui attribuait au monument commémoratif de nos succès guerriers cette seconde invasion et tous les désastres de la France. Et c'est après en avoir référé aux artistes dans une assemblée générale où il fut décidé que ce temps et la morale actuelle répudiaient les guerres et les succès qu'elle opprimait. D'autre part, que ce monument était sans valeur d'art, que j'adressais au gouvernement du 4 septembre, dit de la Défense nationale, la pétition par laquelle j'émettais le vœu que cette colonne soit déboulonnée, transportée aux Invalides, déposée au musée. La chambre du gouvernement ne donna pas cours à cette pétition, alors il n'en fut plus reparlé. Je n'y tenais pas davantage. Plus tard, M. Jules Simon proposa de descendre le Napoléon qui est au-dessus de cette colonne pour fondre en bronze la statue de la ville de Strasbourg. Comme président des artistes, je fis remarquer à M. Jules Simon, par la voix des journaux,
que je ne demanderais pas mieux que l'on descendît le Napoléon de cette colonne, mais que la statue de la ville de Strasbourg n'avait pas, comme elle existe aujourd'hui, une qualité artistique suffisante pour mériter le bronze, et que comme toutes les villes de France allaient faire devoir, nous trouverions à la fin de la guerre la place de la Concorde transformée en un magasin de barbedienne. M. Jules Simon, il faut le croire, se rendit à cette idée, car on n'en reparla plus. À partir de là, il ne fut plus question de la colonne. Le gouvernement du 18 mars, la commune de Paris, reprit à nouveau, mais sans ma participation, cette idée pour son compte, afin d'exprimer par cet acte l'idée anti-belligérante qu'elle professait. Ce décret parut 12 jours avant ma nomination à la commune. Lorsque plus tard on se décida à mettre ce décret en exécution, le marché avait été passé en dehors de moi par le comité exécutif. Mais lorsque je sus qu'on la faisait tomber d'un bloc, je m'y opposais sans obtenir de résultat, tenant toujours à mon idée de la faire transporter aux Invalides sans rien briser pour que était à la population la réélever au milieu de l'esplanade des Invalides si la population qui était et sa vraie place. Barrages consacrés dans Paris aux arts et aux monuments de ce genre, tels que Champ de Mars, Invalides, École militaire, État-major, ministère de la guerre, etc., etc. Que du reste, cette colonne placée là avait une reculée, en proportion de la hauteur pour pouvoir être embrassée par l'œil, et remplirait par le fait cet espace immense et vide. Considérant d'autre part qu'elle était une antithèse malheureuse à la place qu'elle occupe actuellement, jurant avec les mœurs et les habitudes d'un monde élégant, tout à fait en dehors de ces idées-là. Disproportionnée par sa grandeur, qui est plus du double des maisons, et invisible par le peu d'espace qui l'entourait, et comme effet moral, produisant la vue d'un ruisseau de sang dans un jardin d'agrément. Ma proposition n'eut pas plus de succès qu'à la Chambre du 4 septembre. Plus tard, le salut public me demanda les moulages de cette colonne qui était, prétendait-il, dans les caves du Louvre. Je ne donnai pas cours à cette demande. Je ne sais pas s'ils existent réellement, mais je proposais aussi de conserver le soubassement et le tronçon et d'y mettre une figure ailée en bonnet phrygien sans succès. Je ne donnais pas cours à cette demande, je ne sais pas s'ils existent réellement, mais je ne m'en occupais pas. Et je suis par nature entièrement opposé à la destruction. Rien ne me gêne. Ma liberté d'esprit domine toute chose. Je voudrais que la terre soit encombrée d'objets, qu'on ne puisse pas y passer. Moi-même, je suis encombré d'objets insignifiants, sans quoi je n'ose rien brûler. Non. Je ne mérite ni tant d'honneur, ni tant d'indignité. Je remercie beaucoup mes admirateurs et mes détracteurs pour les vers et les lettres qui m'ont été adressés à cette occasion. Je n'en ai nul besoin de cette célébrité, et je décline toute responsabilité dans la chute de cette colonne, car je ne tiens qu'à l'honneur et à la célébrité que peut me rapporter mon art. Comme on sait aussi que je professe beaucoup d'indépendance, les journaux ont l'habitude de me faire penser beaucoup plus que je ne pense moi-même. Je les remercie beaucoup aussi de leurs bonnes intentions. Cependant, je désirerais qu'ils placent moins de fables sur mon compte et qu'ils en prennent plus souvent eux-mêmes la responsabilité. En proposant cette idée, ce n'était pas pour l'abolir, c'était au contraire pour lui en opposer une qui n'aurait pas eu de sens sans elle. Je proposais de la remplacer par le dernier canon acculé
sur un piédestal sur 3 boulets, gueule en l'air, surmonté d'un bonnet de Phrygien, signe de l'alliance des peuples, et la déesse de la liberté entourant ce canon de guirlandes de fleurs. Laissant ces emblèmes, je préférais encore que cette rue se nomme rue de la Paix dans toute sa longueur, et qu'au milieu de la place de la Paix se trouve une corbeille de fleurs, avec de l'eau, puis une grue énorme, dormant sur une patte. Ça représenterait la placidité de la nature. Chaque citoyen peut avoir son idée sur les monuments avec lesquels il habite. Il ne s'ensuit pas qu'on doive les suivre. Par exemple, Victor Hugo est républicain socialiste. Par 2 fois, il éprouva le besoin de faire des vers sur la colonne. Son père était général sous l'Empire. Je pense autrement. Mon oncle, le général Oudot, était aussi général sous l'Empire, et les napoléoniens frénétiques. Il mourut à 6 heures du matin à Pantin. Les Alliés étaient à Paris depuis la veille, mais lui, il ne voulait pas y croire. Pour lui, ce n'était pas possible. Une rue dans Paris porte son nom, et M. Oudot, professeur à l'école de droit de Paris, était son fils. Quant à moi, je suis l'antidote vis-à-vis des Napoléons de mon oncle. Je suis d'avis qu'on respecte toutes les idées. En prendra qui voudra, c'est la liberté. Je crains malgré tous ces raisonnements ne pas avoir séduit les juges. Mais il me reste un argument péremptoire. Comme il faut absolument que quelqu'un emporte la responsabilité de cette colonne, vu que tous ceux qui pensaient ainsi mettent plus ou moins adroitement la tête sous l'aile à cette heure, c'est moi qui vais me constituer le baudet afin de me disculper, si je puis aussi, qu'une grande partie de mes corélégionnaires. J'offre au gouvernement de la relever à mes frais si l'on prouve que je suis coupable. Je n'ai jamais eu de fortune, je suis habitué à vivre ainsi et je n'en désire pas pour l'avenir. Par conséquent, j'ai 200 tableaux avec lesquels je vivais qu'on mettra en vente publique pour subvenir à ses frais. Je crois que cette proposition me met à l'abri de tout soupçon en même temps que me bien et mal en toute chose, car il est admissible qu'en ce monde, dans quelque chose que ce soit, il se trouve un bon et un mauvais côté. Je crois que cette proposition me met à l'abri de tout soupçon, en même temps que me dispense de tout souci de propriétaire pour l'avenir. Permettez-moi maintenant que je vous dise ce que j'ai retiré de toutes ces révolutions. À Ornans, les Prussiens se sont établis dans mon atelier, m'ont brûlé tous mes meubles de collection de toutes sortes, souvenirs, lettres, histoire de ma vie, détruit mes tableaux, mes arbres, et ma croix de Bavière sauva du pillage ma mère et mes sœurs. Les républicains du 4 septembre m'ont pris un bâtiment de 15 à 18 000 francs pour faire des barricades à la chapelle. J'ai travaillé pendant 10 mois au service de mon pays comme un énergumène. Aujourd'hui, 2 lignes raturées et illisibles. Me voilà aussi avancé que quand j'avais 18 ans. Sauf que dans ce temps-là, on ne cherchait pas à me déshonorer, me raturer. Je n'avais encore rien produit. Ajouté dans la longueur de la feuille, enfin voilà ce que la guerre contre laquelle je luttais depuis 1838 m'a